Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique, une critique x5, bien que 4 films récents et un ancien film qui ressort actuellement en salle de cinéma et dont j'ai envie de parler légèrement, pas beaucoup. On va parler de 5 films qui ont un thème à peu près en commun sur l'humain et sur la relation entre humains. Voilà, c'est le thème en commun de ces 5 films. Vous avez le programme des 5 films dans les chapitrages qui sont en dessous dans la barre de lecture de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller sur le film qui vous intéresse, sachant que c'est probable qu'il y ait des spoils. Je suis pas certain qu'il y en aura sur certains films, mais genre Jumbo, je suis sûr que je vais spoiler. Y a pas à dire. Mais pour les films les plus intéressants, le spoil sera très minime ou du moins pas du tout là, quoi. Bref, je vous laisse cliquer sur la critique du film que vous voulez dans le chapitrage en dessous, ou continuer la vidéo jusqu'à la fin et de me regarder parler jusqu'au bout. Sur ce, on va parler de La Communion, c'est tout de suite, c'est maintenant. La Communion est un film de Yann Komasa qui raconte l'histoire d'un détenu, bien que travaux forcés, machin. C'est une sorte de prison pour détenus jeunes, j'ai l'impression, où il y a des tâches à faire, surtout dans une menuiserie ou pour couper du bois, en gros. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est dans cette prison et qui va vouloir s'enfuir et qui va s'enfuir justement dans un village très très proche de la prison et par un quiproquo il va se retrouver prêtre du jour au lendemain et il va se faire une identité, il va réussir à s'émanciper au dehors de la prison en étant ce faux prêtre. Il va devoir résoudre tous les problèmes de ce village, etc. Tout en ayant toujours une peur qu'on revienne le rechercher et qu'on le découvre. Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. W pokazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. Alors, La Communion, ça a été pour moi un des films que je voulais le plus voir, déjà même avant le confinement, parce que j'en entendais beaucoup parler, et quand je voyais la bande-annonce, ça m'attirait beaucoup, parce que c'est une histoire intéressante dans son fond, vraiment, surtout quand on sait que c'est une histoire vraie, enfin voilà, on est vraiment investi de fou dans l'histoire, et même dans le film, en voyant le film, on est à fond dedans. Les minutes passent comme des secondes. C'est un film très intéressant dans son propos, dans son fond et dans son histoire vraie. Mais c'est également un film très intéressant dans tout ce qui est la forme. Tout d'abord, on a l'acteur principal qui s'appelle Bartosz Bielena, qui est absolument fantastique, totalement en train d'être envoûté par son rôle. Que ce soit son personnage qui est envoûté par son rôle de prêtre, tout comme l'acteur qui est envoûté par son rôle dans le film en général. Enfin, il est à fond dedans, il est vraiment, vraiment parfait dans ce rôle. J'aimerais bien le voir plus souvent parce qu'en plus il y a la gueule de l'emploi, il y a vraiment quelque chose. Après les acteurs passent un peu trop derrière en fait, ces gens, il n'y a aucun autre acteur qui va réussir à vraiment lui faire face dans le film. C'est vraiment un film qui est pour lui, c'est pour son avenir, etc. C'est vraiment un cadeau de Yann Komasa de lui avoir fait ce premier rôle. Après dans la forme, on a vraiment des visuels très marquants. Des fois il va jouer sur la symétrie et des fois il va jouer vraiment sur l'absence totale de cohérence dans le plan. Quand il va jouer sur la symétrie quand il va vouloir montrer que le personnage sait ce qu'il fait dans son rôle de prêtre, il sait ce qu'il fait et il a tout prévu dans sa tête et il va montrer un peu un dysfonctionnement dans le plan où comme quoi tout ne va pas aller et la lumière va pas aller de là où il faut, etc. Quand vraiment le personnage est perdu ou qu'il va avoir un problème dans son plan en fait. Donc rien qu'à ce niveau-là, on voit que c'est maîtrisé au niveau de la mise en scène. C'est pas une mise en scène qui va être aussi très compliquée à analyser, c'est vraiment... il va jouer dans la facilité, il va beaucoup jouer aussi sur une musique qui... J'ai plus vraiment le thème en tête, mais je me souviens que pendant le film, la musique m'a transporté. C'est très particulier, c'est une sorte de mélange religieux avec de la musique un peu techno moderne. C'est un truc très particulier, il a trouvé des sons électro qui sont vraiment parfaits pour le film. Comme je vous ai dit, l'histoire, elle est fabuleuse. C'est vraiment le genre d'histoire où, dans le film, dans la façon dont elle est écrite, etc., il n'y a aucun morceau à enlever. C'est vraiment... c'est vraiment le genre d'histoire où, dans le film, dans la façon dont elle est écrite, etc., il n'y a aucun morceau à enlever. C'est vraiment... c'est vraiment le genre d'histoire où, dans le film, dans la façon dont elle est écrite, etc., il n'y a aucun morceau à enlever. C'est vraiment... c'est vraiment
tout est à garder, il n'y a pas de temps mort, il n'y a rien, c'est vraiment, on s'intéresse à la vie de ce jeune faux prêtre, tout en ayant peur pour lui, alors qu'on voit très bien qu'il y a des côtés où c'est pas non plus un bon gars, mais il y a des côtés où on est vraiment très investi. Il y a une relation qui va se créer avec une fille du village qui va être assez touchante par moments, et des fois il va faire quelques petites conneries qui en tant que prêtre il devrait pas faire. Et là on a vraiment peur pour lui, vraiment il y a un travail sur l'écriture, l'attachement, et en plus cette forme de mise en scène qui est très neutre, très religieuse aussi, parce que bah, voilà, il va vraiment mettre en valeur tout ce qui est église, tout ce qui est élément religieux, avec des scènes où on est vraiment incrusté dans une sorte de messe. Enfin vraiment c'est vraiment particulier, c'est particulier, mais en même temps c'est accessible pour tout le monde, c'est ça qui est fou. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui va jusqu'au bout, et en plus, pour me faire encore plus plaisir, le film se clôture sur un plan séquence qui certes a quelques petits défauts parce qu'on voit des petites ombres, mais ça a au moins le mérite de vouloir finir sur une apothéose, là où l'apothéose on avait déjà eu quelques minutes auparavant. Il a voulu finir vraiment sur une scène en plan séquence qui va se finir sur une sorte d'un ralenti et d'arrêt sur image qui est vraiment très intéressant. 2-3 petits ongles de caméra, on les a vus, mais la chorégraphie en tout cas de ce plan séquence est vraiment bien foutu. Et je pense que ça a été fait en une prise, voire peut-être deux. J'ai cru déceler une coupure, mais comme c'est du noir, ça peut être tout et n'importe quoi. Foncez voir La Communion tant qu'il est encore au cinéma. S'il n'est pas diffusé près de chez vous, attendez qu'il sorte en DVD Blu-ray ou sur votre façon. Mais c'est un film vraiment à voir, et ça peut, je pense, prendre une place dans votre top de fin d'année. Si vous détestez le film, je ne vous comprends pas. C'est vraiment un film qui pour moi est accessible pour tout le monde, tout en ayant vraiment fait axe sur les cinéphiles ou les critiques, les analyses ciné. Parce que bah, ça peut toucher vos parents qui n'y connaissent rien, comme vous qui connaissez les bases ou plus. Donc vraiment La Communion, c'est un film à regarder avec beaucoup d'envie et de plaisir. Voilà. Enfin, c'est un film qui se regarde avec beaucoup d'envie, un film à regarder avec beaucoup... Bref, hein, voilà, on dirait Emile dans La Cité de la Peur. Bon, on va passer au prochain film. Brooklyn Secret est un film réalisé par Isabelle Sandoval qui va parler d'une jeune femme qui s'appelle Olivia, qui est aide-soignante ou quelqu'un qui aide justement une vieille dame qui s'appelle Olga, qui est une femme travestie, je sais plus, philippine, qui est une travestie philippine qui est aux États-Unis, qui va justement essayer de trouver sa place aux US avec toutes les politiques Trump, etc. Parce que bah, déjà qu'elle est immigrée philippine et en plus travestie, elle n'arrive pas à trouver sa place dans le monde aux USA et en même temps chez les hommes, parce que bah, elle a deux sexes, enfin, vous m'avez compris. Du coup c'est très compliqué pour elle. Gorgeous. I need to tell you something. It doesn't matter to me. Gihangol ko sa imong paghikap. Kalukob na ako sa dilaang. Alors c'est un film qui est très bon, c'est très bien. Il y a quelques petits défauts, etc. Mais c'est un film que je vous recommanderais de regarder si vous êtes intéressé. Ça se regarde plutôt rapidement, ça dure qu'une heure et demie, une petite heure et demie. Bien que ça aurait duré, je pense, 30 minutes de plus, ça aurait été vraiment chiant. C'est tout le problème de ce genre de film. C'est que c'est un film qui est très intimiste, très militant, mais en même temps très réaliste dans sa forme. C'est-à-dire que quand il y aura de la musique, ça va être diégétique. On va pas avoir de la musique par au-dessus, le montage, etc. Et non. Quand il y aura un dîner, on va entendre les couverts, on va entendre vraiment des trucs comme ça. C'est pas non plus drame français chiant où ça va être des disputes de famille, machin. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce Brooklyn Secret qu'on ne trouve pas dans les films comme ça de français où on trouve les mêmes défauts, mais là c'est beaucoup mieux. C'est pas du Haneke, vous voyez. Qui va être vraiment très intéressant dans ce Brooklyn Secret, c'est vraiment l'écriture qui est déjà très très fine. C'est du militantisme, des fois qui sort de sa subtilité, mais au final ça reste quand même très subtil. Ça va sortir sa subtilité à partir du moment où on va avoir un discours à la radio de Trump, où je pense que ça n'aurait été... C'est pas très efficace parce que j'aurais préféré que ça reste un peu plus subtil et que les gens fassent le rapprochement plus facilement en sortant de la salle. Mais c'est toute la subtilité de l'écriture qui, pendant tout le film,
presque reste quand même très agréable. On a aussi toute l'esthétique qui est vraiment magnifique. Déjà le film s'ouvre sur un plan sur une route Brooklyn avec juste le métro ou le tram qui passe au loin de nuit, et c'est rien que ce plan là est déjà très très beau. Et après ça va vraiment jouer sur des plans fixes qui vont partir après en panoramique droite ou gauche. Ça va jouer sur la caméra épaule qui va vraiment filmer l'essence même des émotions des personnages qui vont suivre. Enfin vraiment on est sur des plans vraiment très très beaux avec une très très belle lumière qui, que de jour comme de nuit, brille, vraiment rendent le cadre encore plus magnifique. Vraiment il y a une maîtrise de la caméra qui fait plaisir à voir dans ce genre de film, parce que ça nous permet aussi de moins se faire chier avec des plans, des champs contre champs vraiment lambda. Là on a vraiment une inventivité dans la mise en scène, et notamment dans les cadres pour qu'ils paraissent jolis à l'image, et pas jolis pour rien des fois, c'est vraiment des petits sens. Parce qu'il va jouer sur des miroirs, mais comme Olivia a deux sexes, et bah on va jouer sur des fois il va avoir un jeu de miroir qui va rapprocher les deux sexes parce qu'elle va se regarder, elle se voit comme ça, et quand ça va être des gens qui vont la regarder dans le miroir, etc., elle va être divisée en deux pour montrer que les gens qui savent la voient plutôt comme deux personnes différentes, ou la voient vraiment comme une travestie. Donc c'est vraiment très intéressant dans cette maîtrise de la mise en scène. Il faut que je regarde mes notes parce que j'ai noté un truc pendant le film qui moi m'a marqué. Ah oui, à un moment, parce qu'il faut savoir que le personnage principal qui est Olivia est joué par justement la réalisatrice Isabelle Sandoval. Et pendant le film, elle va rencontrer un mec. Elle va se mettre en couple dans le film, donc Olivia va se mettre en couple avec le fils, ou le petit-fils de la grand-mère avec qui elle s'occupe. Et son mec va se rendre compte que c'est une travestie, il va avoir la problématique, justement, ils vont un peu se disputer, ou ils vont machin, et à partir du moment où il va accepter ça, ils vont faire un jeu de rôle, ils vont se revoir dans un bar, et ils vont faire un jeu de rôle comme si c'était jamais connu. Et le mec il va dire bonjour, moi je m'appelle Patrick, et Olivia va dire je m'appelle Isabelle pour le jeu de rôle. Et en fait ça rajoute un sens, c'est-à-dire que comme maintenant il accepte le fait qu'elle soit une travestie, la réalisatrice s'incruste indirectement dans le long métrage dans son rôle, parce que elle est jouée par elle. Elle va vraiment dire son vrai nom, parce qu'il me semble que la réalisatrice est vraiment aussi voilà, c'est une femme transgenre, c'est bien ça, donc c'est vraiment très subtil, c'est vraiment, faut s'être renseigné juste sur la réalisatrice avant de voir le film. Mais juste cette scène là, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que c'est utiliser un jeu de rôle dans un film entre deux personnages pour réussir à transmettre son message rien qu'en disant son prénom, en disant que je suis fier d'être transgenre. Et donc vraiment, comme je vous ai dit, une écriture très subtile qui fonctionne très très bien, qui va se terminer après sur une danse où ils vont continuer le jeu de rôle, etc. Et que où le mari va commencer à où le mec va commencer à devenir vraiment tolérant avec Olivia et Isabelle. Le climax vraiment que je trouve vraiment parfait pour ce genre de film. Donc Brooklyn Secret, c'est un film que je trouve vraiment très très bien. J'ai quelques petites réserves justement sur le rythme, etc. C'est pas le genre de film que, au visionnage, ça va me cliquer à la gueule. Je préfère La Communion pour ça, si vous avez vu la critique juste avant. Mais c'est un film qui est tendre, qui tourne souvent vers le pessimisme, mais tout en rajoutant une forme de fierté d'être transgenre, et un bon message pour cette communauté-là. Donc si vous avez envie de voir Brooklyn Secret, parce que c'est un film militant, un film sur une Philippine transgenre aux États-Unis, ce qui se voit pas très souvent, notamment au cinéma et dans les bouquins, etc. Donc c'est un sujet qui est très rarement traité, donc si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller voir Brooklyn Secret. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympathique, qui est très bien, hein. C'est vraiment un très bon film, mais que j'estime plutôt sympathique, et que je recommanderais justement à quelqu'un qui se pose des questions, ou qui est intéressé par le sujet. Bref, on a parlé de deux bons films, hein. Faut bien en parler d'un mauvais, hein. Jumbo est un film de Zoé Wittok, un film franco-belge et luxembourgeois, qui raconte l'histoire de Noémie Merlan, qui travaille dans un parc d'attractions, et qui, à cause d'un harcèlement qu'elle trouve abusif de la part de rouquins,
parce que c'est vraiment la bande de petits cons rouquins qui sont 13 ans, qui vont se permettre de harceler une adulte de 22 ans, qui, rappelons-le, hein, est totalement saine dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle a aucune maladie psychologique, du moins on n'entend pas parler, elle est décrite comme normale au tout début du film. Et elle se fait harceler par des petits gosses de 12 ans, 13, 14, roux. Et du coup, elle va se sentir haïe par l'homme et va se mettre à être amoureuse d'une machine. Voilà, c'est un film sur la mécanophilie. Et tu vas où? C'est juste qu'il me rend heureuse. Sors de chez moi. Sors de chez moi. C'est son truc. Elle fait de mal à personne, si? Non. Fais-toi soigner, ma pauvre, là, t'es plus avec nous. Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux? C'est ce qui m'a poussé à aller voir ce film. Je me suis dit, un film sur la mécanophilie, ça me tente, j'ai envie. D'où la meuf, elle est arrivée au CNC, aux Zoé Wittok, et elle a dit, ok, je sais même pas si elle est scénariste. Je vais juste regarder si elle est scénariste avant de dire ma connerie. Film d'auteur. Elle a dit, elle est rentrée au CNC, elle a fait bonjour, moi j'ai un scénario, c'est une meuf qui tombe amoureuse d'une attraction à Plopsaland. Est-ce que vous pouvez me donner des sous? Oui, tenez, 2,5 millions de dollars. 2,5 millions d'euros. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue d'arriver dans un bureau et de dire je vais faire un film où une meuf va niquer littéralement une attraction de Plopsaland. Non, c'est vraiment pourri. Franchement, c'est vraiment pourri. J'ai une petite réserve sur un point que je trouve vraiment maîtrisé de la part de Zoé Wittok, mais le fond est plus la merde. Ils essayent en plus, le film, de te faire une morale en mode faut accepter ce que font les gens tant que ça te perturbe pas. Ouais, enfin, je peux pas accepter qu'une personne, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, normale, sans avoir de problèmes psychologiques, tout ce que tu veux, tombe amoureux et fasse vraiment l'amour à une attraction de Plopsaland. Enfin, moi, Et encore, il y a un côté fantastique, je veux vraiment appuyer sur ce point, il y a un côté fantastique dans le film, parce que c'est un drame fantastique, et le côté fantastique, Zoé Wittok, elle arrive à le gérer en proposant des plans, des éléments, des visuels en fait vraiment très intéressants dans justement le domaine du fantastique. Mais le problème, c'est que tous ces visuels intéressants vont être désamorcés à cause du fond, c'est-à-dire que, on va dire, c'est beau, c'est vraiment magnifique, mais le problème, c'est que là, en fait, la machine est en train d'éjaculer sur elle. Dans le fond, c'est ça. Donc en fait, pour vous décrire un peu la scène, on est dans un... Elle est en train de tomber sous l'emprise de cette machine. Donc elle est dans une sorte de salle toute blanche. Et elle va recevoir des gouttes d'huile sur le visage. Et ensuite, elle va mettre sa main dans l'huile et tous des trucs comme ça. Et il va avoir son visuel où elle est comme ça, aspergée d'huile noire. Et donc du coup... Voilà, il y a une sorte de différence. Les plans sont magnifiques. Je trouve ça très très beau. Mais à partir du moment où tu connais le fond et que tu te dis ouais, c'est la machine qui est en train d'éjaculer son huile sur elle, et elle qui se prend un orgasme à cause de ça, c'est qu'il y a un problème. C'est en fait, tu t'enlèves tout ce qui est sublime dans ton visuel pour le fond qui... Enfin, c'est... Il y a personne qui s'est barré de la salle. On était 8 dans la salle à regarder Jumbo. Moi et mon pote avec d'autres personnes. Mais à savoir que dès que le film s'est terminé, toute la salle est partie en tospi. Hein. Limite, ils avaient honte qu'on les voit dans la salle en voir ce film. Enfin, c'est vraiment très bizarre. J'arrive pas à me dire comment elle a réussi à trouver de l'argent pour faire ça. Comment des producteurs se sont dit ah ouais, c'est un sujet qu'il faut défendre. Ça aurait été encore plus drôle que le film fasse un succès presque international. Et que le lendemain de la sortie du film, on a des manifestations de gens qui revendiquent la mécanophilie. Genre, ouais, moi j'adore niquer ma voiture. Putain, c'est fou. En fait, c'est même pas une vraie critique parce qu'il y a rien à dire, le fond et puis la merde. Et l'excuse de pourquoi elle fait ça, enfin, le harcèlement de petits rouquins. En plus, c'est forcé. C'est vraiment débile.
J'aurais préféré encore que le film soit du point de vue des proches de Noémie Merlan plutôt que de Noémie Merlan, parce que comme le point de vue est toujours concentré sur elle, c'est comme si la réalisatrice nous forçait à nous attacher à ce personnage et à comprendre ce qu'elle faisait. Alors que le point de vue serait situé sur les autres... les autres proches de cette Noémie Merlan, ses collègues, sa famille, etc. Là, ça aurait porté un jugement et ça nous aurait demandé de réfléchir en fait si ce qu'elle fait est intéressant ou si on aurait le même point de vue que ses proches. Parce que là, voilà, la mère, elle la prend pour une folle. Tout le film, elle prend Noémie Merlan pour une folle, alors qu'à la fin, elle va organiser le mariage entre elle et l'attraction. Oui, il y a un mariage entre elle et l'attraction. C'est vraiment particulier, je trouve ça vraiment nul. Je comprends même pas pourquoi ce film a eu de l'argent, comment le CNC a pu financer ça. Il y a le côté fantastique qui est intéressant dans le film, mais pourri par son fond. Donc Jumbo, je vous le recommande pas, mis à part peut-être pour une soirée entre potes où vous avez envie de vous marrer sur une meuf qui est en train de se perdre dès son premier film. J'ai rien contre toi, Zoé Wittock, tu proposes des choses intéressantes dans ta réalisation, mais je sais pas ce qui t'est passé par la tête pour écrire ça, quoi. Je préférais une relation, tout ce qui est plus classique entre, je veux dire, une autiste et une attraction de Plopsaland. J'aurais préféré ça, plutôt qu'une réaction presque amoureuse entre les deux. J'aurais préféré juste une relation comme on peut le faire dans des films de science-fiction, tout ce qui est le plus classique, quoi. Pas ça. Vous imaginez quand même si... Dans le film Chappie de Neil Blomkamp, y a la meuf de Diane Dwarf, donc celle qui appelle maman, qui finit par niquer Chappie. Enfin voilà, non mais c'est ce genre de truc que moi je me dis dans la tête. Et encore, Chappie c'est une intelligence artificielle, donc sentimentalement elle peut s'attacher, là c'est qu'une machine. On essaye de te faire penser qu'elle a une certaine intelligence et qu'elle sait de quoi on parle, mais ça a plus l'impression j'ai plus l'impression que c'est des rêveries de la part du personnage de Noémie Merlan, que ce soit vraiment réel. Donc non, Jumbo passe à côté, c'est vraiment pourri. C'est vraiment naze. Bref, on va parler d'un bon film maintenant. Allez, hop, on va parler sur le cinéma allemand. Benny est un film de Nora Fingescheit qui raconte l'histoire de Benny, une jeune fille sauvage qui a des troubles du comportement, etc., qui pète souvent des câbles, etc., qui va passer de foyer en foyer parce que personne veut d'elle, parce qu'elle est trop turbulente. Sauf qu'il y a un mec qui va être son AVS, donc son assistant de vie scolaire, qui va s'attacher un petit peu à elle, qui va l'emmener en vacances et qui va essayer de changer cette petite fille. Le mec qui s'appelle... Oula, aucune idée, je sais plus comment il s'appelle le mec dans le film. Ain't got no home, Willst du mein Papa sein? ain't got no mother, Ich habe schon eine Familie, Benny. ain't Und got du no auch. friends, ain't got no nothing. Ich habe manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Tochter! Ain't got no love. Got my hair, got my Ich head, verliere die nötige Distanz. Ist das jetzt Ihr Ernst? got my eyes, got my nose, got my mouth. Diesmal muss es klappen, ja? Bref, c'est un film qui est super bien, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est un film que je recommanderais plus à des gens qui ont déjà travaillé avec des enfants, animateurs, profs, aide à l'enfance, tout ce que vous voulez. C'est un film qui vraiment, je pense, est dirigé vers eux, parce qu'il y aura plus un attachement et en moins ce côté traumatisant de l'enfant. C'est-à-dire, on est déjà tous tombés sur un enfant plus turbulent, que ce soit en centre aéré, en tant que prof, etc. Donc on a plus un recul nécessaire à comprendre l'enfant derrière, plutôt que des gens qui, j'imagine le jeune couple, qui vont au cinéma, qui veulent un enfant et qui vont regarder Benny. Bah, tu m'étonnes que t'en veux plus d'enfant après, parce que si c'est un point de vue qui est... C'est un cas vraiment spécial, quoi. C'est un film que je trouve très intéressant dans sa démarche, parce que bah, sans vraiment être moralisateur, le film arrive à vraiment traiter la question de l'enfance de la façon la plus tendre et douce possible. Bien que ce soit un enfant très turbulent et assez casse-couille, Benny, on s'y attache vraiment très rapidement, parce que bah, justement il y a toute cette... ce background autour de ce personnage et toutes les relations qu'elle a avec d'autres personnes avec qui elle va pas se disputer ou qu'elle va bien s'entendre, nous attache à cette petite Benny. Il n'y a pas une grande maîtrise de
de l'axe de caméra, en tout cas sur la technique. On va pas partir sur des trucs en grue, etc. Ça va être vraiment, je pense, pendant 95% du film, de la caméra à épaule. Ce qui, à des moments, peut gêner, ralentir le rythme. Mais je trouve que le film a un punch très particulier en mettant cette caméra à épaule, souvent à taille d'enfant en plus, donc c'est vraiment intéressant. Enfin, ça va être à taille d'enfant qu'on va suivre Benny, mais quand on va suivre Benny qui s'entend bien avec quelqu'un d'autre, ça va être vraiment à mi-taille entre les deux, pour montrer qu'ils sont vraiment égales. Donc il y a vraiment des choses intéressantes dans tout ce qui est mis en scène, mais moi ce que j'ai adoré c'est vraiment l'écriture des personnages. Tous les personnages brillent à travers ce film, que ce soit les salauds ou les bons, c'est-à-dire que déjà on a des personnages qui sont pas stéréotypés, ils ont tous des qualités et des défauts. On n'a pas vraiment de manichéisme, c'est vraiment quelque chose de très sincère, de très réaliste dans ces hôpitaux, dans ces chambres. Donc très intéressant à suivre tous ces personnages, que ce soit Benny, son AVS, sa maman, tous les foyers, on a vraiment une écriture des personnages qui est vraiment bonne en fait. Tous les personnages sont intéressants à suivre. On a un peps aussi à la mise en scène qui des fois va partir dans un délire très enfantin où Benny va courir partout, la caméra va bouger et tout ça. Ça rend le truc très fandard à certains moments. Les réactions de Benny quand elle va faire passe-moi ton goûter et la personne va dire non, elle va faire ouais ta gueule fils de pute alors qu'elle a 9 ans. Et ça fait rire au début, c'est-à-dire qu'on s'y attend tellement pas parce qu'une gamine de 9 ans qui va parler comme ça, comme un adulte un peu sanguin, ça va être très intéressant et très drôle. Enfin, pareil, c'est le genre de film, on n'a pas grand chose à dire, j'ai passé un excellent moment devant, avec beaucoup d'émotions et des fois beaucoup de rire, avec des fois un peps très important. Moi qui ai été animateur en centre aéré, je peux vous dire, les gamins les plus turbulents, c'est les meilleurs gamins. Les gens qui travaillent pas avec les enfants, qui n'ont pas d'enfants machin, ils ont beau dire que c'est une petite conne, bah, je peux vous dire qu'en travaillant dans l'animation, les gamins les plus compliqués sont les meilleurs gamins. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus de cœur et qui vont donner le plus de cœur aux gens qui le méritent. Et comme Benny dans ce film, hein, les gens qui font beaucoup de choses pour elle et qui l'aident en fait, directement ou indirectement, elle va avoir un peu plus de respect envers eux que les gens qui l'empêchent de s'exprimer. Bref, pas grand chose à dire, allez voir Benny, c'est très bien. C'est très bien et... ça fait du bien de voir des films comme ça sur l'humain, bordel. Justement, des films sur l'humain, on va parler du dernier film de cette vidéo. Je vais aller très rapide. Elephant Man, c'est un film de David Lynch qui ressort en 4K au cinéma, que j'ai découvert du coup au cinéma en 4K, remasterisé, tout ce que vous voulez. Et juste, foncez. S'il est rediffusé dans sa remasterisation près de chez vous, et encore plus si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Ça a été pour moi un déchirement du cœur très particulier. C'est encore un film sur l'humain, sur la façon de voir les choses, sur le harcèlement, etc. Et je pense que vous êtes beaucoup à déjà avoir vu Elephant Man. Moi perso c'était un des films, je pense, c'était un des films de David Lynch que j'avais jamais vu, comme Eraserhead. C'est le seul qui reste maintenant. Mais parce que justement je me suis dit, ouais, premier film de David Lynch, années 80, il a joué un peu arty, à faire du noir et blanc, etc. Et ça m'intéressait pas trop. Quel con, parce que c'est la séance de cinéma où je pense, et même le film tout court, où j'ai du début jusqu'à la fin craqué. J'ai absolument craqué, à chaque fois que je parle de ce film ça m'arrive, donc c'est pour ça que je dis que je vais pas en parler très longtemps, parce que c'est un film qui parle de sujets et de thèmes qui m'ont porté toute ma vie, surtout dans la petite enfance, et l'école en général. C'est vraiment ce truc de harcèlement, c'est un truc qui m'a touché pendant toute mon enfance, donc du harcèlement et aussi des moqueries des autres, etc. Donc c'est déjà rien qu'au début c'est un truc qui m'anéantit, et en plus je suis très attaché j'aime pas la perfection, je suis très attaché aux défauts des gens au général, même aux défauts physiques, c'est-à-dire que pour moi, sortir avec une bimbo, c'est pas non plus ça. J'aime bien quand il y a un défaut que tout le monde voit, que tout le monde déteste, un gros nez ou tout ce que tu veux. Et moi, ça me débecte, ce genre de réaction où, pour juste un défaut physique, on va commencer à harceler la personne, au point où des fois, elle aura envie de faire des choses qui sont pas ouf.
chacun a ses petits défauts, chacun a son truc, c'est-à-dire que bah t'as beau critiquer un défaut chez quelqu'un qui a une malformation, et bah ton défaut à toi c'est d'être un connard en fait. Euh, donc ouais, Elephant Man c'est un film qui je trouve est important. Pour moi c'est un film qui devrait être diffusé je pense dans tous les collèges. T'arrives en 6ème, tu diffuses ce film sur grand écran à toute une salle, à tous tes 6ème, à toute ton école en fait. Parce que c'est un film qui t'apprend la tolérance, c'est un film qui t'apprend à être humain et à accepter les autres comme les gens sont censés t'accepter toi. Donc si vous avez l'occasion, parce que je vais rien dire sur l'histoire, c'est une histoire vraie, c'est absolument larmoyant, c'est triste, mais en même temps ça redonne espoir à certains moments, c'est beau, c'est la définition d'un film vraiment parfait, c'est pour moi le meilleur film de David Lynch. Je l'ai vu qu'une fois, je le verrai je pense qu'une fois, ça va être très dur de le revoir après. Parce que vraiment, comme je vous dis, là j'en reparle, je sais pas, je suis à deux doigts de faire une Durandal. Non, franchement, si vous avez Elephant Man qui est diffusé pas près de chez vous, n'hésitez pas à aller le découvrir ou le redécouvrir. Mais c'est vraiment un de mes films de chevet maintenant. C'est vraiment devenu en un claquement de doigts un des films qui va, je pense, toute ma vie me suivre et me marquer. Bref, c'était plus une confession plutôt qu'une critique. Voilà, sur ce, allez voir tous les films que je vous ai conseillés dans cette vidéo, sauf Jumbo. Sauf si vous avez vraiment envie de vous marrer, ça marche plutôt bien. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je voulais la travailler un petit peu celle-là, mais sauf que j'ai eu des petits problèmes de temps et j'ai pas beaucoup de temps pour tourner la vidéo. Je dois vous l'avouer. Désolé, je suis un petit peu fatigué. Je tourne ça à mon réveil. Bref. C'est la pire fin de vidéo que j'ai fait. Merci pour vos retours sur Inception. J'ai compris que l'intro était beaucoup trop longue, donc du coup j'ai fait plus rapide cette fois-ci. Je ferai plus rapide la prochaine fois. Il faut que je travaille sur une vidéo, il faut que je me remotive à faire de la bonne vidéo comme il faut, plutôt que m'orienter sur du facecam. C'est vrai que ça me dérange pas, j'aime bien faire ça. Le montage prend pas très longtemps, mais j'ai envie de proposer quelque chose comme La Mouche, donc ça risque d'arriver les semaines qui vont venir. Bien que j'ai beaucoup de boulot qui vont arriver. Bref, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ça risque d'être, je pense, une critique de film été 85. Où là, ça va être juste la critique tout seul. Bref, des bisous à tous, à la prochaine, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!